Nous sommes depuis ce matin en urgence. Attentat, décision prise par l'exécutif après l'attaque qui a eu lieu à Moscou vendredi dernier. Le groupe qui a revendiqué cet attentat, c'est l'État islamique au Khorasan. Nivine Potros nous a rejoint pour nous éclairer, Nivine, parce qu'on a besoin de vous. Quelle est cette entité précisément ? Alors l'État islamique au Khorasan ou l'EIK, c'est tout simplement la branche afghane de l'organisation terroriste qui est d'ailleurs considérée comme l'une des plus sanguinaires. Le Khorasan, ça signifie en perse là d'où vient le soleil et c'est tout simplement le nom médiéval de l'Afghanistan qui englobait à l'époque une partie de l'Iran, de l'Afghanistan, donc du Turkménistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan. Vous voyez, c'est cette grosse zone rouge que vous voyez sur la carte. Le groupe a été fondé en janvier 2015 en Afghanistan. Donc, il regroupe des talibans pakistanais, mais également afghans. Alors, évidemment, difficile de dire avec précision combien ils sont. Mais d'après l'ONU, le groupe comptait 2200 hommes en 2021 et plus de 4000 l'année suivante. Il s'est notamment développé au moment du départ des troupes américaines en Afghanistan. C'était en août 2021, sans que les autorités afghanes parviennent à empêcher son extension. La particularité de ce groupe terroriste, c'est qu'il est particulièrement tourné vers l'international. L'EIK s'est imposé comme la branche de l'État islamique la plus tournée vers l'international. Il a produit de la propagande dans plus de langues que n'importe quelle autre filiale de l'organisation terroriste. Le groupe est notamment à l'origine de l'attentat contre l'aéroport de Kaboul. C'était en août 2021. 173 morts, dont 13 soldats américains. En septembre 2022, c'était l'ambassade russe de Kaboul qui était visée. 2 employés étaient tués et 4 Afghans. Et puis plus récemment, en janvier dernier, l'EIK a procédé à 2 attentats simultanés lors de la commémoration de la mort du général Soleimani, faisant 84 civils tués. Parmi ces cibles privilégiées, il y a notamment les membres de la communauté chiite Hazara, notamment ces civils qui ont été visés à de nombreuses reprises. On se souvient notamment d'un attentat lors d'un mariage faisant là aussi des dizaines de morts, une attaque d'une maternité. Plus globalement, l'EIK vise les lieux publics, les mosquées, les hôpitaux, les centres commerciaux. Selon un rapport de l'OPFRA, le groupe s'est distingué par sa cruauté envers les civils, faisant usage régulièrement de la torture ou d'exécutions sommaires. Les organisations internationales, on l'a vu, sont également visés et certains États en particulier. C'est le cas notamment de la Russie à cause de son engagement en Syrie ou en Afrique. Et la France, alors, est-ce qu'elle fait partie des cibles de l'organisation ? Oui, selon Emmanuel Macron. Il a été interrogé sur la question ce matin. Je vous propose d'écouter le chef de l'État. Ce groupe particulier qui est impliqué, semble-t-il, dans cet attentat, avait conduit ces derniers mois plusieurs tentatives sur notre propre sol. Et donc, compte tenu de ses ramifications et de ses intentions, par mesure de précaution, mais avec des éléments crédibles et solides, de décider de hausser la posture de Vigipirate. Vous vous souvenez que nous l'avions réduite en début d'année. Elle avait été elle-même haussée après les attentats d'Arras. Donc c'est une mesure qui est cohérente compte tenu de la revendication de cet attentat et du fait que ce groupe a plusieurs fois tenté de toucher le sol français. Alors, il n'y a pas de précision du président, mais on se souvient qu'en décembre dernier, l'auteur de l'attentat de Bir Hakeim avait prêté allégeance à cette branche de l'État islamique. Même chose pour les 2 personnes arrêtées en novembre 2022 à Strasbourg, alors qu'elles s'apprêtaient à commettre un attentat sur le marché de Noël qui était prévu quelques jours plus tard. Chez nos voisins aussi, plusieurs projets d'attentats liés à l'EIK ont été déjoués. Pas plus tard que la semaine dernière en Allemagne, 2 partisans de cette organisation ont été arrêtés, soupçonnés de préparer un attentat contre le Parlement suédois. En février 2023, un projet d'attentat a lui aussi été déjoué contre le consulat des Pays-Bas à Istanbul. En juillet, c'était 9 personnes liées toujours à ce groupe qui étaient arrêtées à la fois par les polices allemandes, néerlandaises et belges. Et puis enfin, en décembre 2023, encore une fois, un projet d'attentat déjoué contre le marché de Noël, cette fois
de Vienne. 4 personnes étaient arrêtées et selon nos confrères du New York Times, eh bien, il existe actuellement plusieurs cellules dormantes en Europe de cette organisation terroriste. Merci beaucoup Nivine. On voit grâce à vous que c'est un groupe extrêmement actif. Alexandra, on vient d'entendre Emmanuel Macron. Effectivement, il s'est exprimé à son arrivée en Guyane tout à l'heure. Il dit que c'est une mesure qui a été prise par précaution. On n'en a pas forcément l'habitude en France. En règle générale, les alertes sont augmentées après un attentat. Ce niveau 3, qui est le niveau maximal de ce process Vigipirate de vigilance par rapport à une éventuelle attaque terroriste. On rappelle, il y a 3 niveaux. Vigilance, après il y a sécurité renforcée, risque attentat, et puis urgence attentat. Ce niveau urgence attentat, il a été déclenché à 4 reprises, une fois, depuis qu'il existe, donc depuis 2016. Une première fois après l'attentat de Strasbourg, une deuxième fois après Nice en 2020. L'attaque contre une basilique, et il a également été déclenché pour la dernière fois, c'était après l'attentat d'Arras à l'automne dernier. Là, c'est la première fois qu'il déclenche ce niveau d'alerte, parce que après Arras, la vigilance était redescendue à un niveau intermédiaire depuis la mi-janvier. Là, c'est la première fois qu'il déclenche à nouveau ce niveau d'alerte, alors qu'il n'y a pas eu d'attaque directe sur notre sol. C'est suite à une attaque sur un autre sol. Et oui, c'est suite à une attaque à Moscou que cette décision est prise. Oui, mais on est dans un moment un peu particulier. D'abord parce que, pour faire court, l'animosité entre la Russie et la France n'est plus à démontrer. Bon, ça, c'est une première chose, même si le président de la République rappelle à juste titre que la France n'est pas en guerre contre la Russie, mais on a vu des échanges de mots, des décisions, des envois de troupes non exclus, des hypothèses avancées, etc. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que dans moins de 3 mois maintenant, il va y avoir des élections européennes et que l'enjeu de sécurité est un des thèmes, évidemment, plus celui de l'immigration, qui est un des thèmes utilisés pendant ces élections européennes par certains partis pour faire valoir leurs thèses, leurs mesures, etc. Donc le président de la République ne peut pas ne pas dire qu'il prend des mesures de précaution. On lui reprocherait de ne pas chercher à protéger les Français. Bien sûr, les partis politiques d'opposition diront vraisemblablement, je veux pas trop m'avancer, mais que tout ça ne suffit pas. Peut-être, mais on les a pas beaucoup entendus d'ailleurs quand même. Un petit peu sur la question de vigilance attentat. J'ai vu 2-3 messages en ce sens. Mais voilà, donc c'est un moment très particulier et vous avez raison, Alexandra. D'habitude, on n'a pas un déclenchement d'une vigilance attentat par précaution. Il s'agit là d'essayer quand même de rassurer dans un climat très anxiogène pour l'opinion publique française. Voilà. Oui. Vous avez parlé de prise de parole de l'exécutif. Pardon, on a entendu Gabriel Attal, on vient d'entendre Emmanuel Macron, et donc Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, s'est aussi exprimé. Ce n'est pas un lapsus révélateur. S'est aussi exprimé donc lors d'un déplacement ce matin. Il parlait de l'éventuel mode opératoire qu'on pourrait voir à l'œuvre en France. Écoutez. Il semble évidemment important de lutter contre un islamisme radical qui désormais peut déclencher des attentats, non pas en envoyant des personnes, mais d'après ce que je comprends, de ce que nous avons compris, qui permet de pouvoir demander à des personnes de passer à l'acte, ce qui est assez différent dans le process. Et donc, comme à chaque fois, nous devons nous adapter. En tout cas, je peux vous dire que le ministère de l'Intérieur, les policiers, les gendarmes, services de renseignement sont 24 heures sur 24 pour protéger les Français. Ça, c'est important. Ça montre que ça a aussi évolué quand même. C'est une évolution et c'est une crainte qu'il avait déjà évoquée lors de son audition devant le Sénat dans la présentation de la sécurisation des Jeux Olympiques pour l'été prochain. Effectivement, ce risque, on la connaît, la menace endogène, c'est à celle-là à laquelle on s'est le plus habitué depuis 2015. On n'a pas eu d'attentat projeté depuis cette époque-là, mais dans les messages, on voit bien revenir cette précaution qui est de dire attention à la menace extérieure qui, elle aussi, revient et réévoquée, est à nouveau peut-être possible. Ça, on verra. En tout cas, l'attentat de Moscou l'a montré. Donc, il y a une vigilance maximale avec cette possibilité intermédiaire qui est que des organisations extérieures commandent
à des personnes sur notre sol de passer à l'acte. Alors qu'à l'inverse, les États-Unis à l'instant réagissent. La Maison-Blanche fait savoir qu'il n'y a pas de menace imminente et crédible de l'État islamique sur le sol américain. Oui, alors ça c'est intéressant parce que quand on connaît l'histoire de l'État islamique du Khorasan, il y a un rapport un peu compliqué avec les États-Unis parce que je rappelle juste pour tout le monde que l'État islamique en tant que tel, il a été créé en Irak. En 2007, c'est une branche dissidente de Al-Qaïda qui trouvait qu'Al-Qaïda était trop anti-occidental et pas assez anti-chiite. Et donc l'État islamique a essaimé un peu partout avec ce programme radical anti-chiite qui était sa priorité. Et c'est encore celui-là qu'il applique en fait en Afghanistan. On a dit tout à l'heure qu'il s'en prenait à la minorité chiite Hazara. Il a revendiqué en début d'année un spectaculaire attentat en Iran, au moment où on commémorait la mort du général Soleimani, lui-même assassiné en Irak par les Américains. Et je rappelle qu'en 2021, quand les Américains ont quitté l'Afghanistan, il y avait beaucoup de théories du complot qui circulaient dans ce pays. Et l'idée, c'était que les Américains favorisaient l'État islamique contre les talibans pour à la fois justifier leur présence dans le pays. Et les Russes n'étaient pas les derniers à faire circuler des fausses nouvelles, disant que, par exemple, les Américains avaient ravitaillé l'État islamique, qui était beaucoup plus dur que le taliban. C'était aussi une manière pour Moscou de justifier son soutien aux talibans. Donc ça ne veut pas du tout dire que l'État islamique, de manière, je dirais, par opportunisme, pourrait pas fomenter des attentats en Europe et contre nous. Il y a bien des raisons de le faire. Mais à ce stade, en tout cas, par rapport à ce qui a été dit sur les attentats projetés, il est certain que la menace, elle est beaucoup plus venant du Khorasan, c'est-à-dire en fait de l'Afghanistan. Elle concerne beaucoup plus l'Asie centrale, elle concerne les États limitrophes. Et je dirais que c'est un mouvement qui a des raisons particulières de s'en prendre à Moscou et à l'Iran, parce que derrière, il y a ce programme anti-chiite, et donc cette alliance entre Moscou et l'Iran qui est quand même en arrière-fond. Moins pour la France. Est-ce que et un peu moins pour la France. Au niveau géopolitique. Voilà.